cet épisode de Mythbusters, Adam et Jamie s'attaquent à un mythe cinématographique en mode poids lourd. C'est un homme. Coincé entre deux flics bien en chair, Il faut l'emmener de toute urgence. Il va avoir un accident. un suspect pris en sandwich Allons-y. survivrait-il à une collision titanesque avec un camion? Ça réveille, hein? Pendant ce temps, Carrie, Tori et Grant s'attaquent au mythe de consommation d'essence le plus fouillé de toute l'histoire de l'émission. Garez-vous, nous économisons de l'essence. Apprenez à optimiser votre plein. Différentes tactiques de conduite Je coupe. Et voilà, ça économise l'essence. permettent-elles vraiment de doubler le kilométrage? Ça y est, je commence à prendre le coup. Ou bien ce mythe augmente-t-il l'agressivité? Oh, le vilain geste. On t'énerve, hein? T'aimes pas la science, c'est ça? Qui sont les Mythbusters? Adam Savage Ça, c'est de la science. et Jamie Heineman. Je suis prêt. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. À leur côté, Grant Imahara, Oh, il creuse. Carrie Byron J'adore cet engin. et Tori Bellecci. On voit pas ça tous les jours. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Bon, je vais te rejouer une scène et tu vas essayer de deviner de quel mythe il s'agit, d'accord? Vas-y. Ok, ça vient d'un film d'action norvégien baptisé Headhunters. Des coupeurs de tête? Non. Dans ce film, le héros est sur la banquette arrière d'une voiture de police et il est assis entre... Tu vas conduire depuis la banquette? Non, laisse-moi continuer. Il est assis entre deux flics vraiment gros. Et les méchants veulent tellement sa mort qu'ils percutent la voiture de plein fouet avec un camion. Mais dans le film, le héros survit au crash. Parce qu'il est protégé par les deux gros flics qui agissent comme des airbags. Exactement. Dans un accident de voiture, peut-on être protégé par ses voisins? C'est donc un mythe de poids, dans tous les sens du terme. Est-ce que deux policiers franchement grassouillés vous protégeraient d'un choc latéral terrifiant avec un camion? Ou bien ce mythe n'a-t-il que de maigres chances de se vérifier? On fait comment? Ce mythe repose sur l'idée qu'il vaut mieux être en sandwich entre deux gros que tout seul. À mon avis, on devrait procéder à un test pour voir quelles forces sont en jeu. Pour essayer de récolter des données relatives. Tout à fait. Voici le modèle exact de la voiture qui se fait percuter dans la séquence qu'on veut reproduire. Je vais la reproduire au 1/6e pour qu'on voit ce qui se passera dans la voiture quand le camion la percutera. Outre cette voiture en polycarbonate, nos amis auront besoin de 3 autres éléments pour procéder à leur test à échelle réduite. D'accord. Et voilà. Il faut également un camion qu'Adam remplace ingénieusement par un morceau de bois. Super. Il fabrique un bélier oscillant qui devrait reproduire à la perfection le choc latéral. Le 3e élément est simple. Un mannequin de crash test. C'est génial. Il ne reste plus que les policiers enrobés. Je vais installer mon petit bonhomme dans la voiture, mais il me faut un malabar à placer de chaque côté. En quoi seront-ils faits? L'être humain est plus ou moins composé de gros sacs d'eau, et c'est exactement ce que je vais prendre. Je ne vais pas me servir directement des ballons à eau, parce qu'ils sont trop fragiles, et comme j'aimerais leur donner une forme de tonneau, je vais les coudre dans du cuir de bonne qualité. J'adore l'odeur du cuir. Une protection en cuir pour envelopper mes ballons. Ça devrait plutôt bien reproduire les deux gros types entre lesquels le héros est coincé. Le numéro 2. On va répéter 2 fois l'expérience. La première fois avec le mannequin tout seul et la deuxième fois avec les 2 ballons autour de lui. On a installé un capteur qui va enregistrer la différence entre les 2 impacts. Pour l'impact numéro 1, Baby Buster est tout seul. Choc, échelle réduite dans 3, 2, 1... C'était rapide. À vitesse réelle, l'effet semblait bénin.
Mais au ralenti, par contre, Buster s'est fait projeter dans tous les sens, avec une force maximale de 150 G. Passons à la version rembourrée. Pour le deuxième impact, les 2 flics amortisseurs atténueront-ils le choc? Bon. Oh non, j'ai perdu le contrôle du camion. Attention, le voilà. 3, 2, 1. Je parie que c'était différent. Moi aussi. Selon les premières impressions, le crash semblait moins intense. Ça a l'air beaucoup mieux. Waouh. C'était viril comme étreinte. Mais que disent les chiffres? Le mannequin a subi une force de 30 G entre les 2 policiers. Lors de l'expérience précédente, sans les protections, le choc était plus de 5 fois plus violent, avec plus de 150 G. Si ce résultat se confirme dans le test grandeur nature, ça pourrait marcher. Parce qu'on peut survivre à 30 G, mais certainement pas à 150. Voici maintenant un mythe qui demande de la réserve. Vous êtes chaussé pour conduire? Ce mythe est à la base de toutes les techniques de réduction de consommation. On appelle ça l'hyperkilométrage. C'est pour faire le plus de kilomètres possible avec un seul plein? Oui, le plus de kilomètres possible et même encore un peu plus. À en croire ce mythe, il suffit de 2 ou 3 trucs assez simples pour doubler l'autonomie de sa voiture. Quel que soit le genre de voiture qu'on conduit, on peut vraiment réduire sa consommation d'essence. Attendez, ces techniques sont légales? En fait, pas toutes. L'une d'entre elles nécessite de ne pas s'arrêter au stop. Mais celles qu'on va essayer sont bien 100% légales. Et elles doublent l'autonomie. Il paraît. C'est une question qui date de l'invention de la voiture. Est-il possible de rendre sa voiture moins gourmande en carburant? Certaines techniques simples permettent-elles réellement de doubler l'autonomie? Ou cette légende est-elle en fait à sec? Tu parlais d'un voyage très long, mais ce sera plutôt le dernier acte, non? Oui, le principe de l'hyperkilométrage, c'est avant tout de cumuler plusieurs petites techniques et les combiner pour améliorer la consommation. À mon avis, il faut les prendre une par une et voir si elles sont vraiment efficaces. Elles consistent en quoi? Sur les 6 principales, on en a déjà testé 3 dans l'émission. On sait déjà qu'à grande vitesse, il vaut mieux remonter les vitres et mettre la clim. Ce test est réalisé par des pilotes professionnels sur circuit. Vos résultats peuvent être différents. On sait aussi qu'on consomme moins quand on roule détendu. Et on sait également que surgonfler les pneus de 10% réduit franchement la consommation. Il y a moins de résistance, donc on consomme moins. Il en reste encore 3 à tester. Limiter sa vitesse sur l'autoroute, bien contrôler ses accélérations et couper le moteur au feu rouge. Ok, et si on commençait par les tests de vitesse? C'est facile, on n'a qu'à tourner sur un circuit à 3 vitesses différentes et comparer les résultats. Super! En route? Voici donc 6 moyens d'optimiser son plein. Les Mythbusters en ont déjà testé 3. Mais avant d'assembler toutes les données, ils doivent encore étudier le reste, à commencer par limiter la vitesse. Mais plutôt que de prendre l'autoroute, On va économiser des tonnes d'essence. À bas le réchauffement climatique. c'est sur piste qu'ils vont procéder. On va tester cette méthode sur l'aérodrome d'Alameda. Une voiture consomme moins à vitesse élevée, parce que le moteur tourne sur un rapport élevé et que le véhicule profite de son élan. Mais à un moment, ce phénomène ne fonctionne plus. Et on commence à consommer plus d'essence pour aller plus vite. Second point, plus on va vite, plus on rencontre de résistance à l'air, ce qui augmente encore la consommation. Certains affirment donc qu'en roulant moins vite, on consomme moins d'essence. Pour mettre cette théorie à l'épreuve, ils ont concocté un circuit d'1 km 600 et ils réaliseront 20 tours à 70, 90 et 110 km/h pour en déduire la gourmandise de chacune de ces vitesses. Mais comment calculeront-ils la consommation? Cet appareil est un débitmètre extrêmement précis. Il va nous donner la quantité de carburant consommé. L'autre appareil est relié à l'échappement. Il a un capteur de température, un capteur de pression et un autre débitmètre. On a aussi un capteur météo ici pour nous donner l'humidité, la pression atmosphérique et la température ambiante. Et enfin, un GPS qui nous dira exactement la distance parcourue. Tout l'équipement high-tech est en place et le test peut commencer. Pour ne pas fausser les résultats, il faut que la conduite soit régulière. Ce sera le même conducteur à chaque fois. Il conduira sans à-coups, sans gros freinage ou grosse accélération, et aussi à vitesse constante. À la fin, on comparera les résultats pour voir ce que ça donne. Tori! On va faire un tour?
Test à 70 km/h dans 3, 2, 1, go. Ça marche. En route! Pas d'inquiétude, vous ne voyez pas triple. C'est marrant de tourner en rond, non? Oui. C'est ce que font les pilotes de NASCAR. Avec plus de 20 minutes à la même vitesse pour chaque test, nous avons divisé l'écran en 3. Je préfère les virer avec des destinations sympas plutôt que celles où on récolte des données. Comment ça? Notre destination, c'est la science. On doit être perdu, je vois aucune autre voiture. En effet, si cette tâche n'a rien de très emballant, Des fois, on fait exploser des trucs. Et des fois, on roule en rond avec la clim coupée. Il y a une tendance qui se dessine. Quand on roule dans ce sens, on est à 68 litres par heure, et dans l'autre, c'est 83. à vitesse maximale, la résistance à l'air influe sur la consommation. Mais à la vitesse d'escargot de 70 km/h, le phénomène sera-t-il atténué? Allez, on est presque arrivé. Dieu merci. Enfin, au bout de 30 tours, ils peuvent descendre et analyser les résultats. On y est. C'est fini. On va passer nos chiffres à l'équipe de récupération des données pour qu'ils les exportent et qu'on les compare. À mon avis, l'économie va être significative. Kent Johnson et son équipe se chargent d'étudier les résultats. C'est très encourageant. À 110 km/h, ça donne environ 7 litres au 100. À 90 km/h, on obtient 17% de mieux et même 30% à 70 km/h. C'est super pour notre mythe. Il y a peut-être du vrai dans ces idées. Mais absolument, Grant. Une baisse de consommation de 30% en réduisant sa vitesse à 70 km/h, c'est impressionnant. Pour l'instant, ce mythe de l'hyperkilométrage semble très bien parti. Après analyse des résultats, il apparaît que réduire sa vitesse sur l'autoroute permet d'améliorer sa consommation. Mais ce n'est que l'une des pièces du puzzle, car ce que nous essayons de faire, c'est de combiner toutes les astuces pour doubler l'autonomie d'un plein. Être pris en sandwich entre deux flics corpulents permet-il vraiment de survivre à un choc avec un camion lancé à pleine vitesse? Le test à échelle réduite laisse entrevoir cette possibilité. Ça a l'air beaucoup mieux. Ils vont maintenant passer aux choses sérieuses sur la piste d'Alameda. Aujourd'hui, plutôt que de diriger les véhicules à distance ou que de les tirer avec des câbles, Jamie et moi allons conduire ce monstre. Ça va faire mal. Et oui, pour l'expérience à échelle réelle, les Mythbusters ne vont pas hésiter à risquer leur vie pour la science. Ça fera l'affaire. Le camion est énorme et les camionneurs sont fin prêts. Et voici leur future victime. Je vous présente la voiture que nous allons démolir. C'est la même marque et le même modèle que celle qu'on voit dans le film. Mais elle a surtout une signification toute particulière pour moi. Regardez cette photo. C'est moi à 25 ans. Il y a 20 ans, avec ma première voiture. Et oui, il s'agit exactement du même modèle que ma première voiture. Une fois le martyr en place, il ne manque plus que le passager du premier test. Voici notre humain de substitution, le Syndever. Il est doté de muscles, d'os et d'organes individuels comme un homme normal. Il va nous servir de cobaye pour ce test et on va commencer par le passer au scanner pour vérifier qu'il est parfaitement intact. Juste après le test, il sera à nouveau passé au scanner et examiné par notre ami Noah Weiss, chirurgien orthopédique, qui nous dira quelle blessure le mannequin aura subi. Buster en version bleue est en pleine forme. Ok, c'est tout bon. Et il va pouvoir gagner sa place. Il faut l'emmener de toute urgence. Il va avoir un accident. Des enfants. Dans le film, le héros est assis sur la banquette arrière, comme ça, entre deux policiers corpulents. C'est exactement ce qu'on va reproduire. On s'en contentera. Mais pour savoir ce que leur présence lui apporte, en bien ou en mal, il nous faut un point de comparaison. C'est donc pour cette raison qu'il sera seul sur la banquette pour le premier test. Oui, ça va aller. Non, en fait, ça ne va pas aller. Ça va pas aller du tout. Jamie, t'es prêt? C'est bon. Crash test de référence dans 3, 2, 1, go! Tel un morse en colère, le camion se lance à l'assaut et atteint les 80 km/h du film.
C'était incroyable. Vous avez vu ce choc? En résumé, crash, bang, boum. Et c'est la fin de la route pour leur voiture verte. Ça a dû secouer. Cet impact était carrément effrayant. Quand on fonce comme ça, ce n'est qu'à l'approche de la cible qu'on se rend compte de sa vitesse et qu'on comprend que ça va faire très mal. Et ça a fait mal. Ça m'a fait l'effet d'une énorme explosion, d'un très gros bang. J'ai eu l'impression de recevoir un gros coup sur la tête, sauf que rien ne m'a touché. Vous pouvez voir ce que ça a fait à la voiture. Le camion n'a rien et moi, je suis complètement indemne, mais... Jimmy a survécu à la catastrophe. Mais qu'en est-il de Buster? Il a l'air un peu plus flexible que tout à l'heure. Le docteur Weiss énonce son diagnostic. Docteur, comment se porte le patient après cet accident? Il a subi de nombreuses blessures très graves. On peut noter des fractures et des déboîtements au niveau de la nuque, de la colonne vertébrale, du bas du dos et du bassin. Ce patient est mort, très mort. Je vous remercierais bien, mais c'est terrifiant. Pour confirmer l'avis de la médecine, le docteur Harding étudie la force de l'impact. Alors David, ça donne quoi? Au niveau de la poitrine, il a encaissé 540 G. Et au niveau de la tête, 620. Donc il est mort? Mort et enterré. En effet, il a dépassé de plus de 6 fois le seuil de survie. La différence entre ce crash et un accident entre deux voitures sur l'autoroute, c'est que ce camion est un monstre. C'est ce que traduisent les chiffres. Les jets atteints sont énormes. Maintenant, je suis curieux de voir ce qui se passera quand on installera notre mannequin entre deux gros policiers. Est-ce qu'il va survivre? Vu les dégâts du premier crash, ce serait vraiment très étonnant. Les Mythbusters sont en mode économique et testent différentes méthodes pour doubler l'autonomie d'un plein. C'est un truc efficace. Mais quelle perte de temps. Jusqu'ici, ils ont gagné 30% en limitant leur vitesse à 70 km/h. Il y a peut-être du vrai dans ces idées. Ils vont maintenant quitter l'autoroute et plonger dans la circulation. Jusqu'ici, nous avons testé quelques techniques de ce mythe d'hyperkilométrage qui permettent effectivement de réduire la consommation. Mais ces techniques sont surtout adaptées à des vitesses d'autoroute. Nous allons en tester d'autres plus adaptées à la conduite en ville où l'on avance par à-coups. Notre expérience va se dérouler sur la piste du comté d'Alameda. Notre plan est très simple. On a installé un circuit. Vous êtes sûr que Grant est le mieux désigné pour conduire? Nous allons faire 20 tours avec des panneaux de stop et des feux à la synchronisation aléatoire. Le premier test nous servira de référence. On va conduire normalement. Comme lors du test précédent, ils disposent de tout un équipement high-tech pour enregistrer leur consommation. Test de référence pour l'hyperkilométrage, premier tour. On y va. Pour bien éliminer tous les paramètres, ils ont coupé la clim. T'es en sueur? Je sais. Tu brilles. Je sais. Tout ce que Grant a à faire, c'est conduire normalement. Papa, maman, on est bientôt arrivés. Pas encore, mon cœur. Il accélère et il freine comme à son habitude. Je déteste ce feu. Oui, il est interminable. Y a pas un chat, qu'est-ce qu'on attend? Et il respecte la limite de 50 km/h. La science me donne la nausée. Après 20 tours, ils ont enfin leur donnée de référence. C'était très intéressant de suivre les chiffres sur l'écran pendant que Grant conduisait. Au point mort, le moteur consommait un peu moins de 2 litres à l'heure. Et lorsqu'il accélérait, ça passait à 25 litres à l'heure. On va maintenant voir l'impact qu'auront nos techniques d'hyperkilométrage et comment elles affectent notre consommation. J'espère que ça marchera. Ces tactiques d'économie reposent toutes sur l'usage du frein et de l'accélérateur.
Dès qu'on aperçoit un feu, on arrête d'accélérer au cas où il passerait au rouge. Si on s'arrête au feu, on coupe le moteur et quand il passe au vert, on accélère tout en douceur pour économiser autant d'essence que possible. Accélérer, c'est consommer de l'essence. Mais le freinage est un véritable gâchis de l'énergie de la voiture, parce qu'il ne fait que couper l'élan du véhicule. Quel sera l'impact de cette technique sur la consommation? C'est ce que nous allons découvrir. Une accélération d'une lenteur désespérante. Tu t'en sors très bien. Les voitures qui nous suivent klaxonnent comme des malades. Mais on s'en fiche, on économise du carburant. On arrive à un stop. Je décélère en avance. Je marque un arrêt complet. J'accélère très progressivement. J'ai l'impression de passer le permis. C'est intéressant. Il n'y a pas de pic de consommation. Elle reste basse et constante. Ça ne bouge pas. Je sens un conflit dans la tête de Grant. D'un côté, il veut de bonnes données pour l'expérience, mais de l'autre, il se dit « Mais qu'est-ce que je fais? Je suis dans une voiture, il faut que j'accélère! C'est quoi cette histoire de science à la noix qui m'empêche d'aller vite? Mais j'aime la science! Je suis coupé en deux! » Comme lors du test préliminaire, Grant doit rester sous la limite des 50 km/h. Mais cette fois-ci, il contrôle à la fois son accélération et son freinage. Tu ralentis un peu au cas où il passerait au rouge. Et tu passes tranquillement, super! Et lorsqu'il loupe le feu vert, Voilà le feu. Tout doux, tout doux, tout doux. Coupe le moteur, on économisera encore plus. Ah yeah. On aurait dû faire ça en hiver. Feu vert! Oh bon sang. D'accord. comme lors du test référence, il réalise 20 tours dans la moiteur de l'habitacle et arrive enfin au moment des résultats. Bon. On a réussi. Belle conduite. Merci. Bravo. On a les résultats. Voyons ce que ça donne. Avec un graphique, c'est mieux. Alors, pour le test de référence, quand Grant conduisait normalement, enfin, c'est vite dit, il est arrivé à 18 litres au 100. Par contre, pour le test définitif, en adoptant une conduite écologique, il a pu descendre à 14 litres au 100, c'est-à-dire 30% de mieux, ce qui est un résultat incroyable. N'oubliez pas que le but de ce test, c'est de doubler l'autonomie d'un plein d'essence. On doit donc accumuler toutes ces techniques individuelles pour voir si c'est possible. Nos amis arrivent ainsi au bout de leur liste d'astuces pour optimiser son plein. Ils vont maintenant assembler le tout et tester leur technique en conditions réelles. Je t'aime aussi. Un passager assis seul sur la banquette arrière ne pourrait pas survivre à un choc latéral avec un camion lancé à pleine vitesse. Ce patient est mort, très très mort. Mais 2 busters supplémentaires bien en chair l'y aideront-ils? À ce point de l'épisode, Jamie et moi devons fabriquer 2 busters taille XXL. Le problème, c'est qu'ils doivent peser 150 kg chacun, ce qui complique énormément leur fabrication. Sans parler qu'il faudra les déplacer, les installer dans la voiture, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il y a comme électricité statique? Vous avez vu, Métif? On a trouvé la solution parfaite. On va les tailler dans un bloc de mousse. Ensuite, on enveloppera leur silhouette de caoutchouc rigide et on les placera dans la voiture. C'est comme ça que Michel-Ange a fait sa Pietà. Je sais ce que vous pensez. Ce n'est pas aussi lourd qu'un homme. En effet, c'est ce qui va faciliter l'installation. Une fois les 2 silhouettes dans la voiture, on les remplira d'eau. C'est une solution poids-plume. 2 blocs de mousse géants et 2 Mythbusters aux idées radicalement opposées. Adam opte pour une approche, disons, artistique. Il dessine une silhouette obèse et fait parler sa scie. Jamie, de son côté, se montre plus méthodique. Pour sculpter mon gros flic, j'aurais pu me lancer à l'assaut d'un bloc de mousse, comme le fait Adam. Mais je préfère me baser sur une image créée sur ordinateur que j'ai trouvée sur Internet. Voici notre bonhomme vu de dessus. On a choisi de le découper en tranches. Elles ont à peu près cette allure-là. Celle-ci provient de la région de ses hanches. Cette surface représente le sommet d'un morceau de mousse de 10 cm d'épaisseur. Une fois que j'aurai tout découpé, je n'aurai plus qu'à empiler toutes les pièces. Un obèse en 2D. Et voilà notre bonhomme. C'est typique des Mythbusters. Adam fonce droit devant lui, tête baissée. Allez mon gros, montre-toi! Et Jamie n'avance qu'après mûre réflexion.
Le premier se repose sur son intuition Je commence à voir à quoi il ressemble. et l'autre fait appel à son ingéniosité. Ça ne ressemble encore à rien, mais dès que je commencerai à empiler les blocs, vous verrez où je veux en venir. Mais très vite, les deux projets prennent forme. Il a l'air mastoc, ce type. J'adore ce machin. Même si l'un est plus propre que l'autre, Voilà tous mes déchets. Enfin, ce que j'en dis, Au cas où vous vous posez la question, ce dont je suis sûr, oui, c'est à ça que ressemblait ma chambre quand j'étais petit. Jamie installe ensuite un système de tuyauterie. c'est avec ça qu'on le remplira d'eau. C'est ce qui donnera du volume à sa création. Voilà, les tuyaux et le squelette sont terminés. Maintenant, il ne me reste plus qu'à lui donner forme humaine. Pendant ce temps, Adam tombe sur un os. Son obèse est trop gros. Tu sais quoi, Père Noël? Je sais ce que je voudrais comme cadeau. Que tu perdes quelques kilos, rien qu'un peu. Il est si grand qu'il ne rentrera pas dans la voiture. Je vais le raboter d'une quinzaine de centimètres au niveau du ventre. Quelques petites retouches plus tard, C'est beaucoup mieux. la créature d'Adam est prête à recevoir ses propres tuyaux. Joli. Ouais, pas mal, hein? Il ne reste plus que deux choses. C'est un homme. Premièrement, un écran splitté pour comparer les progrès des deux gros bonshommes en mousse. Ils sont magnifiques. Et deuxièmement, une peau en caoutchouc étanche La première couche est posée, c'est presque fini. qui permettra aux fruits joufflus de leur imagination d'éviter les fuites. En 10 ans, nous avons procédé à des centaines d'expériences avec 44 busters différents. Mais je dois dire que Mr. Orange est de loin celui que je préfère. Et une fois Monsieur Blanc et l'agent orange parfaitement secs, Ça va faire mal. Ouais! vous voulez faire des économies à la pompe? C'est l'objectif des Miss Buster. Ils testent différentes techniques de conduite Super! Coupe le moteur, on économisera encore plus. pour tenter de doubler le nombre de kilomètres que l'on peut faire avec un plein. Pour le bouquet final de notre expérience, nous allons conduire la berline de 2012 dont nous nous servons depuis le début. Mais on va également en prendre une autre. Elle a 5 ans de plus et plus de 120 000 km au compteur. Je serai avec Grant dans la voiture neuve et Tori dans celle-ci. Ne vous en faites pas pour lui, il ne sera pas seul. Buster montera avec lui. Il a beaucoup de conversations. Nous allons utiliser notre système de calcul de la consommation, mais également la bonne vieille méthode qui consiste à rouler jusqu'à ce que le réservoir soit vide. 3 gallons, exactement 11 litres 35. On va faire un grand tour dans les environs de la baie de San Francisco, soit à peu près 240 km. C'est la distance idéale qui nous donnera une moyenne très fiable. On va emprunter des rues, des départementales et des autoroutes. Pour éviter les bouchons, on roulera en milieu de journée pour éliminer le plus de variables possibles qui fausseraient les données. Donne-moi ça. Pour cette expérience, rien n'est laissé au hasard. Il recouvre la carrosserie d'une couche aérodynamique et il démonte même les rétroviseurs pour combiner toutes les tactiques imaginables pour pousser l'optimisation à son paroxysme. Ça va économiser grave. Avec 11 litres dans le réservoir, le départ est donné. Adios les blaireaux, c'est parti. L'expérience promet d'être intense, car leur checklist est presque aussi longue que leur itinéraire. Ne jamais dépasser 70 km/h. Ok, Ôter le rétroviseur de la portière passager. ok, Éviter de freiner et d'accélérer brutalement. ok. Couper le moteur au feu rouge. J'aime pas ça du tout. Rester aussi détendu que possible. Sévère, sévère. Doucement. Ne pas mettre la clim. Ok, Coller à la voiture de devant lorsque l'occasion se présente. elle s'est pas encore présentée. Surgonfler les pneus de 10%. C'est fait? Recouvrir la voiture d'une couche profilée. C'est fait. Et enfin, choisir son itinéraire pour faire en sorte de toujours passer au vert. On s'en sort pas mal. Minute, Carrie, n'avons-nous pas oublié quelque chose? Et le test de référence?
Heureusement, ils y ont procédé la veille, en empruntant exactement le même itinéraire. Je comprends pas le wiki. Je parle aussi le Klingon. J'en doute pas. À la même heure de la journée. D'accord, t'as pas envie de me parler. On peut être deux à jouer ce petit jeu. Dans les mêmes conditions météo. C'est vraiment un joli coin pour procéder à une expérience scientifique. Tu fais une allergie? Pour le premier test, ils ont conduit normalement, Coucou! sans tenter d'économiser de l'essence jusqu'à ce que le réservoir soit vide. On est à sec, ça y est. C'est fini. Ok. Je crois que ça y est, Buster. C'est la panne sèche. Le test de référence est fini. On a fait 103 km, ce qui fait 11 litres au 100. Buster et moi avons parcouru 125 km avec 11 litres d'essence, soit 9 litres au 100. Il s'agissait donc du test de référence, et ils vont devoir doubler ces chiffres pour confirmer le mythe. Revenons au test définitif, au beau milieu de la circulation. Oh, zut. Il faut vraiment rester très attentif quand on fait ça. Sinon, on risque de faire les autres conducteurs. L'hyperkilométrage est une démarche frustrante. Ça y est, on va pouvoir rouler. Oh, tu parles? Avec ces embouteillages à la noix, y a pas moyen d'avancer sans s'arrêter tout le temps. Calme, calme, calme. Tu veux que je conduise? Je coupe. Mais ils laissent rapidement le stress de la ville derrière eux pour arriver sur des voies où le trafic est plus fluide. L'hyperkilométrage, c'est beaucoup plus facile sur l'autoroute qu'en ville. Il y a des feux, plein de circulation. Mais sur l'autoroute, il n'y a plus d'obstacles. On enclenche le régulateur et l'optimisation se fait toute seule. En effet, mais si la limite de 70 km/h leur permet d'économiser de l'essence, elle ne leur attire pas que des amis. C'est à cause de nous, ce bouchon? Oups. Oh, le vilain geste. On t'énerve, hein? T'aimes pas la science? Pourquoi? Ça te plaît pas? Leur conduite disciplinée leur vaut l'hostilité des autres conducteurs, mais elle s'avère en tout cas efficace. Alors, le compteur indique 31 315. Bon, alors, on a dépassé notre marque de 19 km. C'est vrai? Ouais, Waouh! plus que 84. Je sais pas si on confirmera le mythe, mais je suis déjà impressionné. Tu sens ce truc, Buster? Tu sais ce que c'est? C'est une conduite économique, mon pote. Au point des 130 km, ils atteignent la route touristique et dépassent leur marque de référence. C'est la première fois qu'on atteint la partie sinueuse du circuit. Le truc, c'est d'essayer de maintenir une vitesse constante pour éviter de freiner dans les virages. Parce que chaque freinage est une perte d'énergie. La route est en pente descendante. Alors, je vais essayer de franchir les virages tranquillement en laissant la voiture rouler. Accroche-toi, Buster. L'hyperkilométrage, c'est une religion, un vrai mode de vie. Ça fait peur! Ou de mort après réflexion. En voyant Carrie prendre les virages pour économiser de l'essence, on se rend compte qu'elle vient de trouver sa voie. L'hyperkilométrage, c'est le pied! Génial! Joli. Faut qu'on se dise qu'on est sur deux roues. C'était le cas. Ça y est, je commence à prendre le coup. Je comprends pourquoi tant de gens font ça. Au début, je voyais pas trop, mais ça y est. Carrie est gagnée par la fièvre de l'hyperkilométrage. Si on n'y arrive pas, je vais fondre en larmes. Et elle a de l'énergie à revendre. Ce qui n'est malheureusement pas le cas du moteur. Malgré ses prouesses au volant, Ça y est, le réservoir est vide. ça y est, j'ai pas freiné. On n'a pas du tout doublé l'autonomie. Carrie et Grant sont en panne sèche. Ils sont sur le bord de la route. Je sais pas pourquoi, mais ça me procure un grand plaisir. J'y croyais! C'était bien parti! On est même très loin d'avoir doublé l'autonomie du plein. On avait fait 103 km la première fois et on est arrivé qu'à 145 ce coup-ci. Ça fait que 40% de différence. 40, c'est très loin de 100. Mais le mythe et Tori sont toujours en course. Mon compteur vient de passer les 220 km. Plus que 30 et le mythe sera confirmé. C'est dingue. Y'a que moi que ça excite autant. Ouais, on dirait. Tori a peut-être parlé trop vite. Mon réservoir est vide.
J'étais si près du but. Je venais de dire que j'étais à 220 km et qu'il ne m'en restait plus que 30 pour qu'on puisse confirmer ce mythe. Mais j'avais à peine terminé ma phrase que le moteur s'est coupé. On va devoir dire qu'il est bidon. J'ai quand même fait beaucoup de kilomètres en plus, mais ça n'a pas doublé le kilométrage. Donc on dirait bien qu'il est bidon. Tori peut se vanter d'avoir augmenté de 70% l'autonomie de sa voiture. Carrier et Grant, quant à eux, sont arrivés à 40%. Le mythe est donc bidon, mais il a tout de même de quoi alimenter la réflexion. Au départ, j'étais très sceptique. Je pensais que l'hyperkilométrage était une théorie loufoque. Mais petit à petit, j'ai commencé à y croire. Je me suis prise au jeu, au point que je me sentais émotionnellement très impliquée dès que je voyais une côte ou un virage. J'avais envie d'économiser jusqu'à la plus petite goutte d'essence pour optimiser notre kilométrage. On ne l'a peut-être pas doublé, mais 40%, c'est tout de même loin d'être négligeable. Nous revoilà. Nous étudions un mythe selon lequel, si l'on est assis à l'arrière d'une voiture et qu'on se fait percuter latéralement par un camion comme celui-ci, il vaut mieux être installé entre deux types très bien en chair. Nous avons commencé par un test de référence. Nous avons installé notre mannequin sur la banquette arrière tout seul et nous lui avons foncé dessus avec le camion. Il n'a pas vraiment apprécié. D'ailleurs, il est mort. Ce patient est mort, très très mort. On va maintenant recommencer la même manœuvre, mais en l'entourant de deux gros types, toujours avec le même camion. Avec ces deux autres passagers très bien portants, les Mythbusters envoient du lourd. Vous êtes prêts? Oui, tous les trois. Super. Ils seront accompagnés par un Cindever flambant neuf. Allez, rentre là-dedans. N'aie pas peur. Franchement, t'as rien à craindre. Et une fois bien installés au milieu, Parfait. les flics entrent en jeu. Pour l'instant, ces deux créations en mousse Je t'emmène faire un tour? ne pèsent que 5 minuscules kilos chacune. Ça y est, c'est bon. Mais ça ne va pas durer. Allez, on va te remplumer. Pour donner aux mannequins la masse et la consistance d'un obèse, nous allons simplement les remplir d'eau. Ça marche au poil. À 1 kg par litre, on n'a pas fini. Vu leur volume global, ils pèseront chacun dans les 160 kilos une fois remplis. Il est déjà plus dense. C'est exactement le poids recherché. Ça y est, mon bonhomme est rempli d'eau. Et il fait le poids requis à Jamie. Et une fois le deuxième flic en place et en condition, Il est gros. l'expérience peut enfin commencer. Je me prépare. À part le fait que cette fois-ci ce sera Adam qui conduira, tous les paramètres seront les mêmes que lors du test précédent. Allons-y. La même voiture, le même camion, la même vitesse. Seule différence, 2 passagers corpulents en plus. Ok, Adam, tu es prêt? Ouais. Bon, à mon signal. 3, 2, 1, go! « 60 km/h. 72. 77. T'es à 80. Ne bouge plus. Garde cette vitesse. Ok. Attention. Waouh! La vache. C'était horrible. Mais aussi très sympa. Bon sang. Mon sphincter s'est contracté. Ça va? Sacré choc. Je crois que j'ai passé les 10 derniers mètres à hurler. Ça réveille, hein? C'était le pied. Le pied tout court pour Adam, le pied dans la tombe pour la voiture. On voit les dents du Cindever.
C'est horrible. Il sourit, ça lui a plu. L'extérieur vous plaît? Alors vous allez adorer le désastre à l'intérieur. Sa tête s'est détachée. Il a plus de tête. C'est pas bon signe. Elle a été coupée net. Elle n'est plus du tout reliée à son corps. Mais on n'a plus du tout besoin des données. On dirait. N'oubliez pas que Jamie pensait que Buster survivrait grâce à ses deux voisins grassouillets. Il a pas l'air en forme. Mais la décapitation rend cette issue plutôt improbable. Je sais. Qu'en dit la faculté? À part la tête coupée, qu'est-ce qu'il a d'autre? Outre la dislocation totale de la tête, il a subi des blessures graves au niveau de la poitrine, de l'abdomen, du bassin et de tous les membres. Le choc a été terrible. Le premier mannequin était mort, mais celui-ci l'est encore plus. Ce n'est pas le résultat attendu, mais en tout cas, c'est très clair. Peut-être. Mais pris en sandwich comme il l'était, Buster a-t-il encaissé moins de G? Bah alors, David, que nous disent des chiffres? Les capteurs ont saturé. Hein? Attends une minute. Le premier coup, on a eu des impacts de 500 ou 600 G. Mais là, c'est monté à combien? À plus de 800 G. C'est tout ce qu'on sait. Plus de 800 G. Exactement. Ok, merci beaucoup. Comme les G ont atteint plus de 8 fois la limite auquel un homme peut survivre, la conclusion est évidente. Récapitulons. Pour le premier crash, le mannequin était seul sur la banquette arrière. Et il a subi un impact de 500 à 600 G, ce qui est irrémédiablement mortel. Dans le deuxième crash, il était installé entre deux flics massifs. En voici d'ailleurs un. Et le choc a dépassé les 800 G, ce qui est à l'opposé de ce que Jamie et moi avions prédit. Le deuxième crash a été bien pire que le premier. Absolument. Les deux flics corpulents n'ont pas protégé le suspect. Au contraire, ils l'ont même tué. Et Jamie a compris pourquoi. Au départ, je pensais que n'importe quelle protection était la bienvenue et que notre mannequin serait à l'abri entre les deux gros. Mais en fait, j'avais tort. L'eau ne se comprime pas. Et comme le corps humain est composé en majorité d'eau, le mannequin s'est retrouvé entre le marteau et l'enclume. Au lieu d'amortir le choc, les flics liquides n'ont fait qu'empirer les choses. Bref, pour le mythe, c'est un coup dans l'eau. Quel est ton verdict? Ce n'est pas du tout ce à quoi on s'attendait. En cas de choc, il vaut mieux être seul à l'arrière plutôt que de se retrouver entouré par deux obèses. Le mythe est bidon. Je suis d'accord, complètement bidon. On y va.